Bonjour à tout le monde. C'est pour moi une grande joie, un grand plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Un moment, hélas, trop court, parce que nous le savons, les thématiques de la différence sont des thématiques qui exigent beaucoup de temps. Et surtout, on peut passer beaucoup de bons moments à échanger sur ces sujets. Alors, sans plus tarder, pour un peu ouvrir nos échanges, je vous propose de regarder quelques images d'un film venu d'assez loin. Il vient d'Europe orientale. C'est un film croate, pour être plus précis, et ce film s'appelle Free, donc libre, littéralement. Et dans ce film, nous voyons un certain nombre de personnes qui ont passé parfois presque toute leur vie dans des établissements psychiatriques, parce que, hélas, le gouvernement titiste, puis autrement communiste, a ouvert d'énormes centres au fond des bois, où on a refourgué toutes les personnes qu'on ne voulait pas voir dans la société. Et donc, maintenant, avec l'entrée dans l'Union européenne de la Croatie, le gouvernement a changé de cap. Et à présent, on essaye d'assigner, d'offrir un appartement à chacune de ces personnes pour leur vie en société, ou vie inclusive, dans le jargon. En tout cas, plutôt que d'écouter un long bavardage, regardons quelques images. Nous ne verrons que quelques brèves images parce qu'il s'agit d'un long métrage. Il est hors de question de le montrer entièrement, mais si vous le souhaitez, chers amis, vous pouvez le faire chez vous. Allons-y. Au début, il y a quelques sous-titres. Donc, des millions de personnes handicapées mentales, alors là, le sous-titrage est maladroit, je suis désolé, vivent dans des centres. Ils sont maintenus en isolation et privés de droits. En Croatie, on leur a récemment donné le droit de retourner dans la société. Voici quelques images. Ces images sont naturellement choquantes, vous me direz à juste titre, c'est vrai, mais malheureusement je dois vous avouer qu'au cours de mes pérégrinations, par exemple en France et en Navarre, j'ai pu voir des scènes tout à fait analogues. Je n'ai pas de caméra cachée, mais si j'en avais, et si je montrais certaines images, je crois que l'honorable assemblée penserait à quelques lieux de détention particulièrement surveillés, que sais-je, Beaumette et autres. Voyez. En tout cas, aujourd'hui, il y a du nouveau dans l'établissement. Regardons ça ensemble. Le nouveau, ou plutôt la nouvelle, c'est cette personne assise en tenue blanche. Il s'agit d'une personne qui vient faire des interviews. Elle fait passer des interviews aux personnes qui vivent dans ces centres. Pourquoi? Parce que d'ici quelques jours, ces gens-là pourront vivre dans le vaste monde en liberté. Et donc, les interviews servent à préparer ce grand basculement, ce grand changement. Il est question dans ces interviews de déterminer les aspirations de chacun, les projets de vie, etc. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, hélas, on doit sauter beaucoup de choses. Alors, il y a des moments très rigolos où, par exemple, un tel dit qu'il souhaiterait devenir technicien, etc. Tout est marrant dans ce film, mais peut-être regardons parce que le grand jour arrive. C'est le dernier jour de vie, j'allais dire carcérale, et le premier jour, donc, de vie en inclusion. Et voilà, ils arrivent dans un appartement.
Voilà, donc cette dame s'émerveille de voir sans doute pour la première fois de sa vie toute la capitale. Alors cette dame est un peu le fil rouge de tout le film. Elle a passé quasiment toute sa vie dans des établissements horribles, voyez. Donc évidemment, ce film est beaucoup plus riche que les quelques images qu'on a vues. Mais pourquoi je vous le montre? C'est un peu le principe des lettres persanes. Les lettres persanes consistent à parler d'un lieu lointain et parfois bizarre pour ne pas devoir parler d'un lieu proche. Voyez le principe. Donc je me demande toujours pourquoi il y a de telles disparités dans la prise en considération des personnes différentes, des personnes handicapées. Il n'y a pas de mondialisation du handicap. Vous passez une frontière et la vision du handicap bascule du tout au tout. Et malheureusement, je ne suis pas très sûr que la France soit toujours du bon côté de ces frontières où tout bascule. On pourra y revenir avec divers détails, si vous le voulez bien, par la suite. Mais si vous le permettez, avant de parler de l'autisme de façon plus spécifique, un certain nombre de détails doivent être donnés. C'est la partie quelque peu chiante de la soirée. Je suis vraiment confus, mais avec un peu de bonne volonté, nous passerons ce cap quelque peu délicat. La première question qu'on se pose souvent, c'est combien il y a d'autistes? Comme le dirait le camarade Staline, l'autisme, combien de divisions, voyez? Alors, la réponse, c'est plus qu'on ne le croit. Il y a environ 1% de personnes autistes dans la population, partout dans le monde, en particulier en France. Alors, en France, on n'a aucune étude sérieuse, donc on prend des chiffres anglais, généralement en gardant une fourchette de sécurité. Voilà. 1% de personnes, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'autistes en France que de Toulousains. Voilà, on peut le voir comme ça, c'est une façon plaisante de formuler la chose, mais une vérité statistique néanmoins. D'autre part, quand on dit personne, ça veut dire des enfants. Oui, enfants autistes, ça on a compris la chanson. Mais que deviennent les enfants autistes au bout de 10 ans ou 15 ans, à votre avis? Ils passent sur Mars, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'ils deviennent des adultes, du moins c'est ce qu'on espère. Simplement, la question était loin d'être triviale, parce que dans les ministères, notamment dans les hautes sphères, nous avons des gens payés pour réfléchir très 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 fort. Mais ça, ils n'y ont pas pensé. Donc du coup, dès que vous passez un certain âge, vous n'êtes plus censé exister. Voilà. La chose est dite avec une certaine simplicité, mais c'est un problème particulièrement épineux du monde du handicap ou de l'autisme actuellement en France. Et comme toujours, il y a un tabou dans le tabou, ou un ghetto dans le ghetto, et ça, le tabou du tabou, ce sont les personnes âgées porteuses d'autisme. Vous pouvez écumer tous les colloques de France et de Navarre sur l'autisme, vous n'en entendrez jamais parler. Et d'ailleurs, pour le dire très clairement, l'un de mes échecs des années de militantisme, l'un des sujets qui me laisse un goût amer à la bouche, cela a été mon échec à promouvoir la prise de parole directe des personnes seniors porteuses d'autisme. Paraît-il que c'est un sujet non sexy. Voilà. Bref, en tout cas, vous voyez, c'est, je pense, une thématique qui devrait être beaucoup plus présente qu'elle ne l'est. Alors, évidemment, vous me direz que l'espérance de vie des gens autistes étant plus brève que celle des non-autistes, il y a moins de personnes seniors autistes, c'est certes vrai, mais néanmoins. Alors, en France, c'est pratique, on n'a aucune donnée sur l'espérance de vie des gens autistes. Donc, encore une fois, on prend des études anglaises. Et malheureusement, oui, l'espérance de vie des gens autistes est significativement plus courte que celle des non-autistes. Alors cela dépend bien sûr de divers cas de figure, mais par exemple, si vous êtes autiste plus épileptique, ce qui est une combinaison relativement fréquente, peut-être un tiers des personnes autistes sont épileptiques, votre espérance de vie en Angleterre sera de 39 ans. Voyez. Dans tous les cas de figure, il y a un décalage. L'autisme en tant que tel ne tue pas, c'est la bêtise qui tue.
hein, et notamment l'exclusion que la bêtise engendre. Évidemment, quand vous vivez à la rue, ce qui est assez fréquent chez les gens autistes, ou alors quand le taux de suicide est très élevé, votre espérance de vie sera mathématiquement plus brève. Hein. Oui. Et peut-être que la probabilité de vivre à la rue quand on est autiste est 10 à 15 fois supérieure à la probabilité chez les gens non autistes. Oui, le taux de suicide est à peu près dans ce même type d'ordre de grandeur. Et à titre personnel, je dois vous dire que j'ai hélas perdu beaucoup d'amis par suicide ou par des morts, on va dire, inexplicables. Des gens en tout point excellents. Vous voyez. Et je suis tout à fait triste que le sujet là encore ne soit guère abordé, si ce n'est entre autres par l'ami le docteur J.A. Saravan, que je crois plusieurs d'entre nous ont eu la chance de voir et d'entendre. Donc, pardon pour ces mots quelque peu lugubres, mais il y a une deuxième petite énigme dans le monde de l'autisme qu'on n'aborde pas beaucoup, c'est la question de l'autisme au féminin. Pendant longtemps, l'autisme a été quasi exclusivement considéré comme étant un trait ou particularité des garçons ou des hommes autistes, pardon, des hommes. Et du coup, on n'a pas diagnostiqué correctement l'autisme féminin. Il y a actuellement un phénomène de rattrapage sur ce sujet, mais le rattrapage, comme toujours, est poussif. Voyez. Alors, j'en vois passer de ces faux ou farfelus diagnostics apposés notamment à des femmes autistes. Beaucoup, par exemple, de femmes autistes portent le label médical de hystérie. On se croirait à l'époque du bon docteur Charcot. Mais je pense que le pompon pourrait revenir à ce psychiatre du sud de la France qui avait déclaré, c'est une phrase d'anthologie, à propos d'une femme autiste, je cite mot pour mot cet éminent professionnel, ça lui passera quand elle aura un mari. Voilà, c'est le vaudeville là, voyez. Mais plus que 1000 bavardages divers, je crois qu'une image peut nous aider à comprendre certaines choses, peut nous aider à comprendre la difficulté de la prise en considération de l'autisme féminin. Je vais vous montrer la couverture d'un livre. Présentement, en Allemagne, ce livre, c'est le livre phare de l'autisme. C'est un peu le livre emblématique de Denise Link, donc une berlinoise porteuse d'autisme. J'avais fait le tour des éditeurs parisiens ou français, c'est en France, hélas, presque synonyme, hein, parisien et français, hélas, et aucun n'a voulu publier la traduction de ce livre, traduction française. Et l'argument que j'ai souvent, hélas, entendu, c'était le suivant. C'est elle sur la couverture, mais elle ne peut pas être autiste. Et les autistes sont des petits monstres à trois têtes qui bavent dans un coin et qui cassent tout. Bref, donc, pardon. On a une très grande difficulté à faire parvenir une autre image de l'autisme. Voyez, une image plus juste en tout cas. Et puis le troisième point un peu introductif sur l'autisme, et promis, juste après on passera à des choses plus rigolotes avec des vidéos marrantes et autres petites choses anecdotiques. Le troisième point qu'on se pose parfois dans l'autisme, il y a, je pense, une erreur souvent propagée, la théorie ou la conception qu'il y aurait plusieurs niveaux d'autisme, ou qu'il y aurait deux sous-espèces étanches l'une à l'autre au sein de l'autisme. À mon avis, c'est l'une des plus graves erreurs qui soit. Permettez-moi peut-être de revenir sur les raisons ou les origines de cette théorie, hélas, funeste. Alors c'est simple. Pendant des décennies, lorsque l'autisme commençait à être pris en compte par la communauté médicale, les spécialistes ont élaboré toutes sortes de labels et ont créé toutes sortes de sous-cases au sein de l'autisme. Vous les connaissez simplement pour mémoire. Il y avait l'autisme dit alpin, ça se passe en Haute-Savoie, c'est ce qu'on avait appelé l'autisme de haut niveau, c'est l'autisme savoyard, pour ainsi dire. Puis on avait la désormais célébrissime plantation aux asperges.
Voilà. Puis on avait une case qui, à titre personnel, était ma préférée, c'était les troubles autistiques non spécifiés. Ça, c'est quand le docteur ne sait pas. Donc, imaginez la scène, j'ai mal au ventre, je vais chez mon docteur et il diagnostique des maux du ventre non spécifiés. C'est pas beau ça, je me sens tout de suite beaucoup mieux. Et je lui paye tout ce qu'il veut. Enfin, donc là, et on avait un problème. On avait multiplié ces cases, ça sonnait savant, mais ça ne marchait pas. Et les psychiatres américains se sont eux-mêmes rendus compte que ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'avec les progrès de la scolarisation, notamment outre-Atlantique, les progrès de diverses méthodes d'apprentissage, les enfants puis les adultes sautaient de plus en plus d'une case à l'autre. C'est très bien, c'est ce qu'on voulait, sauf que ça démontre que les cases n'ont aucune réalité concrète. Aussi, il y a eu des bagarres pour le tracé de la frontière entre telle et telle sous-case. On n'y arrivait pas. Notamment la délimitation entre le prétendu syndrome d'Asperger et le prétendu autisme de haut niveau. On ne parvenait pas à délimiter. Et il y a eu d'autres problèmes encore. Et c'est pour cela que les psychiatres américains ont pris la décision de jeter tout ça aux orties et de raisonner désormais en termes de parcours de vie de la personne, en termes de parcours d'apprentissage. Il n'y a plus de sous-type d'autisme et c'est absolument heureux. Vous voyez. Donc, vous me direz pourquoi j'entre dans ces détails. Eh bien, pour une raison simple. Il ne faut pas croire qu'une personne autiste ayant tel ou tel profil à l'âge de 5 ans, par exemple, serait définie par une certaine limitation, ou que sais-je. Voyez, il faut avoir une autre approche. Et si vous me permettez d'enfoncer le clou, comme on dit. En fait, vous avez sans doute suivi depuis avant-hier soir, il y a une polémique dans les médias, notamment médias anglophones, mais qui a partiellement transpiré même dans les médias francophones, c'est la polémique sur Hans Asperger et le nazisme. Mais permettez de dire un petit mot sur le sujet et vous verrez, c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité. Alors, traditionnellement, quand vous assistez à des conférences sur l'autisme, on vous parlera des deux pères fondateurs de l'autisme, de Leo Kanner et de Hans Asperger. Et on vous montrera toujours les deux mêmes photos. Pourquoi? Parce que tous les conférenciers prennent des photos sur Wikipédia. Donc ce sont toujours les deux mêmes photos qu'on vous montrera. Et on vous dira que Leo Kanner aurait ou a découvert ce qu'on a appelé l'autisme dit déficitaire. Voyez. Par contre, que Hans Asperger aurait découvert l'autisme dit léger. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'historiographie naïve. Le problème, c'est que la réalité était très différente. D'une part, les jeunes et les enfants qu'avait décrit Leo Kanner ne correspondaient aucunement à ce qui plus tard a été dénommé autisme de Kanner. Et Hans Asperger, oui, il n'a décrit qu'un certain profil, mais pourquoi? Ce n'était pas par choix personnel, c'est que les autres enfants dans la clinique viennoise avaient été gazés et éliminés par les nazis, voyez. Donc forcément, il n'y avait qu'un certain, je dirais, groupe d'enfants qui étaient restés. Et dans ces lettres et ces discours assez nombreux, Hans Asperger revenait en permanence sur les prétendues compétences de ces enfants. Il disait, ils sont très forts en cryptographie ou en code et pourraient rendre d'éminents services à la Wehrmacht, etc. Et c'était une façon, non pas de décrire une réalité parce qu'ils n'étaient pas des petits génies en code, mais simplement de tenter de les sauver. Voyez. Donc ça c'est un point que l'on oublie souvent. Par contre, aujourd'hui, hélas, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous avons toujours ce petit schéma mental. C'est un Asperger, d'un petit génie de la cryptographie ou de l'informatique, comme on dirait aujourd'hui. Les autres, poubelle, quoi.
Voyez, l'autre jour, j'étais à une sauterie au Sénat. Et donc, une dame distinguée, dont je tairai l'identité par pudeur, avait donc déclaré, je la paraphrase son intervention, que bon, il faut comprendre que les Asperger géniaux en informatique, on va les embaucher, mais les autres, c'est Zoula, Lozère, pour ça, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'était l'idée. Et j'ose espérer qu'en 2018, tant d'années après la chute du régime nazi, on puisse passer à un autre schéma mental. Et pourquoi serait-il nécessaire d'être un petit génie en cryptographie ou je ne sais quoi pour pouvoir mener une vie, on va dire, digne ou correcte? Alors ces questions-là sont des questions lourdes. Et pardon d'avoir un peu plombé l'ambiance, sans doute à leur évocation. Mais en tout cas, me concernant, je ne crois pas en l'existence de sous-catégories étanches l'une à l'autre au sein de l'autisme, et je vais essayer de le prouver dans la suite de la présentation par quelques exemples concrets, si vous le voulez bien. Mais donc voici la partie chiante est passée. Et maintenant, nous allons, si vous le voulez bien, découvrir ensemble un certain nombre de traits de l'autisme. Pour cela, rien de mieux que de commencer par une leçon d'un très éminent chercheur en la matière, c'est le professeur Rantanplan, qui nous vient du Centre de ressources autisme de Bruxelles. Et donc, regardons bien, si vous le voulez, une leçon du dit professeur Rantanplan. Mais je préviens l'honorable assemblée, ça commence à un très haut niveau d'intellectualité dès les premières secondes. Il est donc nécessaire d'y accorder votre pleine attention. Allons-y. Voilà. Donc, première leçon sur l'autisme avec Rantanplan. 1, 2 et 3 et 5. 1, 2 et 3 et 5. Que faut-il en conclure? Voilà, qu'il ne sait pas compter, qu'il est vraiment bête. Ou peut-être qu'il a planqué le 4 sur un compte en Suisse, ça c'est possible aussi. Mais réfléchissons-y un instant. 1, 2 et 3 et 5. Ce pourrait être une suite numérique, non? La suite des nombres où chaque nombre est la somme des deux nombres qui le précèdent, non? 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 3, ça fait 5. Et le nombre suivant sera 8. Bravo. L'autre jour, j'étais en Belgique. Je deviens belge petit à petit pour divers réseaux. Et à peine avais-je appuyé sur pause que quelqu'un dans la salle criait déjà 8. Je crois que c'était quelqu'un de chez nous, c'est ma petite hypothèse. Mais en tout cas, si vous voulez réussir un test de quotient intellectuel, faites comme Rantanplan. Mais oui, dans les tests de QI, vous avez typiquement ce genre d'épreuve ou d'exercice, une suite de nombres, il faut deviner le suivant. Voilà. Pour les matheux parmi nous, je ne sais pas s'il y en a, c'est la suite de Fibonacci, qui donne une approximation du nombre d'or. C'est pas chouette ça. Comme quoi, je vous disais, Rantanplan est d'une intellectualité tout à fait supérieure. Simplement, les autres animaux de la ferme ne sont pas forcément du même habit. Le voilà. Il est grand et il est très intelligent. Il est très intelligent, que faut-il comprendre? C'est qu'il est bête. Les non-autistes parlent comme ça. Ils manient l'ironie. L'ironie consiste à dire l'inverse de ce que l'on veut dire. Et nous en voyons par exemple un cas. Ceci étant, les enfants autistes, en général, les adultes un peu moins parfois, mais souvent les enfants autistes ne comprennent pas l'ironie. Et pense que la phrase signifie ce qu'elle dit au premier degré. Et ce sera le cas de Rantanplan. Regardons la réaction de Rantanplan. Rantanplan! Merci pour moi. Voyez, il est gentil et poli. Simplement, en étant gentil et poli, il ne fait qu'aggraver son cas. Je dirais même qu'il est de manière aristocratique, non? Qu'en pensez-vous? Voilà. Simplement, être traité d'imbécile par ce visage rayonnant d'intelligence, c'est encore un autre sujet. Voilà. Comme quoi la vie est parfois faite ainsi.
Mais l'intelligence spécifique de Rantanplan sera, hélas, en décalage fort par rapport aux situations de la vie. Et nous en verrons de suite un exemple. Regardons ça. Une journée sans amis, c'est comme un fromage sans pain. Que c'est bien dit. Rantanplan manie visiblement à la perfection la langue française, et sans doute est-il en train de citer quelque ouvrage savant des siècles passés. Toujours un sage aphorisme à la bouche, n'est-ce pas le plus haut degré de l'intelligence? Eh ben non, il sera très vite confronté à une situation, et les amateurs des fables de La Fontaine reconnaîtront sans doute tout de suite de quoi il s'agit. Hé oiseau, tu descends, comme ça on discute en mangeant ce délicieux fromage. Voyez, Rantanplan veut le fromage, donc il dit au vautour, fais descendre, on aura le fromage. Quel est le problème? C'est pas comme ça qu'il faut faire. Nous sommes dans un monde et il faut parler de façon indirecte. L'homme politique ne peut pas vous dire votez pour moi, je vous plumerai. Non, l'homme politique doit parler autrement. L'homme politique vous dira par exemple donnons-nous les moyens du plus large rassemblement afin de générer des synergies proactives entre tous les acteurs de ce dossier. Et c'est dans le respect le plus strict des lois de la République que nous bâtirons la société de demain. Je travaillais pendant des années comme rédacteur de discours pour hommes politiques. Il y a des résurgences parfois. Je suis confus pour cela. Mais bon, passons. Mais le vautour ici, c'est un bon type. Il est non autiste, mais très sympa. C'est tout à fait le type qui peut nous apprendre les codes sociaux. Dans le petit jargon de l'autisme, la leçon que va donner le vautour pourrait s'appeler un atelier de compétences sociales ou un groupe d'apprentissage des codes sociaux. Écoutons la leçon du vautour. Certainement pas. Et puis c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. Faut me dire des trucs sympas, que je suis beau, tout ça, des trucs gentils sur mon plumage, mon ramage, pas tout type du pile. Voilà, si vous voulez faire belle carrière dans les affaires ou en politique, suivez les conseils du vautour. Voilà. Simplement, le vautour fait erreur sur un point. Pourquoi? Parce que le vautour croit que Rantanplan ignore ces choses. Mais c'est pas ça. Rantanplan le sait. Simplement, il refuse d'appliquer cela. Il refuse, en l'espèce, de mentir ou d'avoir un comportement non éthique. Écoutons la réplique de Rantanplan. C'est à peu près typiquement ce qu'un enfant autiste pourrait vous dire. Écoutons ça. Ah oui, mais ça va pas être possible. Parce que tu es l'animal le plus laid que j'ai jamais vu. Excuse, hein, mais mentir, c'est pas bien. Dire que t'es beau, ce serait un gros mensonge. Voilà, fin de la carrière politique de Rantanplan. Bon, un jour, il faudra bien se demander pourquoi il n'y a pas d'autistes en politique. Contrairement à l'adage populaire, les hommes politiques ne sont pas autistes. On en avait un qui nous répétait « Je ne suis pas autiste », mais je le crois bien. On l'a vu d'ailleurs, on l'a vu. Voilà, mais bon, passons. Bref, c'est juste pour dissiper certaines croyances populaires. Surtout qu'on ne me considère pas comme un homme politique. Ça, c'est assez insultant parfois. Non, je fais ça. En tout cas, ici, nous sommes dans l'univers des dessins animés. Et dans les dessins animés, il se passe des choses marrantes. Et vous avez sans doute deviné la suite, à savoir que le fromage va tomber. Regardons ça. Ce serait très, 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 très mal. Non, mais ça va, oui. Fais gaffe à ce que tu dis quand même. Ah, la truffe. Ah, je me suis encore fait avoir. Voyez, donc comme quoi l'honnêteté, ça paye. Aussi, du moins dans les dessins animés, après la réalité, c'est parfois différent. Mais une surprise nous attend maintenant, parce qu'en fait, Rantanplan ne voulait pas manger le fromage, il voulait faire autre chose. Regardons ça.
Oh, c'est du fromage de vache pasteurisé allégé pour. Il voulait en faire une analyse chimique. Méfions-nous, la motivation des gentistes n'est pas toujours la motivation des non-autistes. Et Dieu sait que je suis parfois critique envers la cuisine interne de la haute autorité de santé. Mais néanmoins, sur ce point-là, je lui en rends grâce. Parce que dans les dernières recommandations, enfin, la notion de reconnaissance de la motivation de la personne a été soulignée. Et en effet, il n'y a pas de programme quel qu'il soit, avec les enfants, avec les adultes, de programmes réussis qui fassent la passe sur la motivation et les envies de la personne. Pourquoi les dictatures, ça ne marche pas ? Tout simplement parce que les gens veulent avoir leur mot à dire, veulent avoir une influence sur leur vie. Et même les dictateurs, comme on dit, bienveillants, il y en a eu quelques-uns qui ont vraiment essayé de faire des, entre guillemets, bonnes choses. Mais ça n'a jamais marché, parce que même quand la nourriture est bonne, si elle vous est imposée, elle est dégueulasse. C'est pour ça qu'à l'hôpital, la bouffe est toujours dégueulasse. Vous voyez, accessoirement, bon, pardon pour ce petit clin d'œil, mais simplement, je pense qu'il faut absolument concevoir la motivation, l'envie, les projets de la personne, et non pas de vouloir imposer ceci ou cela, même en ayant des intentions parfaites à la personne en question. Sinon, ça n'ira pas. On reviendra sans doute sur ce sujet. Et là, comme l'histoire s'achève, on aura deux conclusions. Une conclusion de Rantanplan et une conclusion des autres animaux de la ferme. Regardons cela. Je vous préviens, la conclusion de Rantanplan sera d'un très haut niveau littéraire. Par contre, celle des autres animaux de la ferme sera un peu plus, comment dire, rustique. Voilà. Offrir un fromage champagne, c'est indigne d'un ami. Que c'est bien dit. Mais regardons la deuxième conclusion. Oui, il est trop bête. Voilà, tout est dit. Si vous avez une autre forme d'intelligence, vous serez considéré comme bête. Voilà. Alors, à l'école, on ne dira plus dans le vocabulaire officiel « il est débilissime ». On dira « il n'est pas entré dans les apprentissages ». C'est la même chose, mais c'est un peu plus chouette. Mais ça a les mêmes effets, hélas. Et si vous avez une forme d'intelligence non prévue par les programmes ou par les grilles, eh bien, ça n'ira pas du tout pour vous. Et malheureusement, dans le domaine de l'autisme, ce cas de figure est très fréquent, sinon presque systématique. Voilà. Donc, à réfléchir. Mais peut-être deux petits bonus avant de passer à autre chose. Deux petits bonus dans cette vidéo. Et si vous avez écouté très attentivement dans la chansonnette de fin, il y a un élément troublant. Réécoutons-la si vous le voulez bien. On va réécouter la chanson. Non, on va reprendre plus haut. Oui. Que se passe-t-il? On appelle Rantanplan. Il répond oui. Alors, en apparence, c'est ce qu'il faut faire. Quand on appelle votre prénom, il faut manifester votre présence. Simplement, pas ici, c'est l'exception. Parce qu'on appelle Rantanplan pour se moquer de lui. Et donc, en répondant oui, il n'a fait qu'aggraver son cas. Oui. Et c'est un point qui est majeur dans l'autisme. Parce que, en général, les tout petits, les enfants porteurs d'autisme, que se passe-t-il lorsque vous appelez leur prénom? Rien. Parce que dans l'énoncé de votre prénom, aucune consigne n'est donnée. C'est comme crier « soleil ». Que faites-vous? Rien. Voilà. Donc, il faut parfois de longues années d'apprentissage avant que la personne autiste ne comprenne qu'à l'énoncé de son prénom, il faille faire ceci ou cela.
À titre personnel, comme je ne le faisais pas, mes parents me considéraient comme sourd. C'est d'ailleurs un grand classique de l'autisme. Il y a une semi-blague qui dit que ce sont les ORL qui diagnostiquent le plus l'autisme. Bon, c'est une blague à moitié, on va le dire comme ça. En tout cas, pour ma part, je n'ai appris à répondre à l'énoncé de mon prénom qu'avec un quart de siècle de retard. Vers l'âge de 25 ans, je sortais de plusieurs années de psychiatrie et de camisole chimique tout à fait musclée. Et en tant que programme de réhabilitation personnelle, je me suis lancé dans des études d'hébreu. Ah, c'était génial, hein, j'ai passé des années à faire ça. Et un jour, nous lisions donc un extrait du livre de Samuel, et c'est là que j'ai appris ce qu'il fallait répondre à certains mots lorsque vous entendiez votre prénom. Donc, moralité de l'histoire, pour développer vos compétences sociales, faites de l'hébreu biblique. Très important. Voilà. Et je déconseille à mes camarades autistes de faire des études d'anglais ou de lettres. Pourquoi? Parce que là, il y a 1000 autres étudiants dans la salle. C'est intenable. Faites des études de vieil éthiopien. Pourquoi? Parce qu'en cursus de vieil éthiopien, vous serez le seul avec le prof. Voyez? Et lequel prof sera au moins aussi bizarre que vous, donc il vous jugera normal. Voilà, tout ira bien. Donc il y a des cursus plus autistes que d'autres. Dans le dernier petit bouquin que j'ai griffonné, j'ai essayé d'articuler une théorie des degrés d'autisme filière par filière. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut, hein, c'est toute une discussion qu'on peut avoir. Hein. Mais en tout cas, voyez, peut-être deuxième et dernier petit bonus sur le petit film de Rantanplan. Dites-moi, chers amis, vous qui connaissez l'œuvre avec Rantanplan, quel est le meilleur copain de Rantanplan? Pas sûr. Non. En fait, à mon avis, c'est Avrel. Hein. Oui, c'est Avrel le meilleur pote de Rantanplan. Mais dites-moi, n'avez-vous pas été interpellé par quelques-unes des particularités psychologiques d'Avrel? Il est trop bon, trop con, non? Il est non fonctionnel comme bandit, hein? Comme homme politique, non, comme bandit, quoi. Voilà. Alors, avec Avrel, je partage deux éléments, hein? Une certaine silhouette, on va dire comme ça, et la gloutonnerie. Hein? Bon, ça c'est un autre problème. À force de pratiquer la chocolathérapie, je deviens un autiste lourd. Hein? C'est assez fâcheux, mais bon, passons les détails. Hein? On reviendra sur la bouffe si on a un moment à la fin. Voilà. En tout cas, Avrel n'est pas fonctionnel comme bandit. Hein. Et pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce qu'elle répond à une question que les parents ou les professionnels se posent souvent. Est-ce que les enfants ou adultes autistes préfèrent être avec d'autres personnes autistes ou avec des non-autistes? Là, vous avez la réponse. On essaye d'établir des contacts avec un peu tout l'univers. Nous l'avons vu d'ailleurs dans le petit extrait vidéo. Rantanplan essaye désespérément d'entrer en contact avec tous les animaux, dont le vautour. Mais ça ne marche en général pas. Et en général, les seuls qui vous acceptent, ce sont soit des gens comme vous, soit des gens ayant d'autres handicaps, soit des étrangers, soit des gens sensibilisés à l'autisme. Voyez. Alors, il y a bien sûr beaucoup d'exceptions, ce sont des catégories très générales. Hein. Mais le reproche de communautarisme qu'on entend parfois adressé aux gens autistes pourrait être retourné. Hélas, je pense que ce sont surtout certaines personnes non autistes qui n'entrent pas en contact avec des gens autistes. On y reviendra peut-être. En tout cas, voyez un petit film marrant qui nous aura permis de découvrir certaines premières choses sur l'autisme. Mais ce n'est pas tout. Nous ne sommes qu'au tout début de nos explorations. Dans le fonctionnement de l'autisme, il y a un autre trait. On l'appelle parfois dans les manuels savants de cécité mentale. Ah, c'est quoi ça? C'est très simple. C'est le fait que les personnes autistes ne perçoivent pas toujours les subtilités de certaines situations sociales. Alors, on utilise pour ça l'expression cécité mentale ou cécité sociale.
Alors, l'expression n'est pas très jolie, mais à titre personnel, je l'aime bien malgré tout parce qu'elle trace un lien entre l'univers des personnes autistes et des personnes aveugles. Et pour des raisons personnelles, j'ai beaucoup de liens avec le monde des personnes aveugles. Et je suis convaincu que les aveugles et les autistes ont de quoi devenir les meilleurs copains au monde. Voyez, on pourrait revenir sur un détail, mais on n'a pas le temps. Et je vous propose d'explorer cette notion par une vidéo de mon deuxième maître spirituel. C'est Donald. Je précise le canard, parce que maintenant on a un autre Donald. Parfois, il y a des ambiguïtés, donc pour les lever, je tiens à spécifier que je suis resté fidèle au canard, évidemment. Donc, regardons peut-être cette deuxième vidéo, qui est un peu ancienne, de 1954. C'est ce que Stefan Zweig aurait appelé le monde d'hier. Voyez, nous y verrons donc Donald, nous y verrons Daisy, et je me permets d'ajouter, inutile d'écouter ce qui est dit, ce sont les images qui comptent. Allons-y, première leçon de Donald. February the 29th. Dear Diary, this morning was much like any other morning, and when I took my usual walk, I had no idea that on this day... Voici Daisy qui est en train de lire un livre intitulé « Comment attraper un mari » et c'est ici que l'intrigue commence. I was destined to find the girl of my dreams. I suppose the whole thing was my fault. I was just a lonesome bachelor searching for my ideal. Oh, dear. Ah, yes, I'm quite impulsive by nature. And yet I can't say I was unhappy as a bachelor, though at times I felt I was missing something. Help! Help! Save me! Oh, darn. My technique was simple. I swept her off her feet. Bon, on va arrêter là peut-être. Si vous souhaitez voir la suite, vous pouvez regarder ça chez vous. Bon, c'est une histoire tout à fait rigolote avec des canards. Certains me disent parfois, Joseph, tu exagères. Je n'exagère pas. Je pense que je sous-estime peut-être la réalité. Il y aurait plein d'anecdotes à raconter sur ce type de sujet. Permettez-moi de raconter l'anecdote d'un personnage très connu. Je suis sûr que nous tous dans la salle connaissons le bonhomme. Il passe souvent à la télé. C'est un très éminent savant. Il est professeur au Collège de France, s'il vous plaît. Il est internationalement reconnu dans sa discipline. Mais comme je ne veux pas être vache et n'ai pas de sou pour l'avocat, je ne peux pas dire son nom. Voilà. On va l'appeler le professeur. L'histoire est authentique. Donc le professeur était marié. Alors c'est assez rare dans l'autisme, mais ça arrive parfois. Le professeur était marié. Un jour, il remarque que sa femme n'est pas là. Donc il téléphone à un ami, il n'avait qu'un seul ami. Donc il téléphone à cet ami et il lui demande « Sais-tu où est ma femme ?» L'ami est un peu surpris. « Mais comment est-ce que je pourrais savoir où est ta femme ? Tu ne sais pas où elle est ? Non. Depuis combien de temps tu ne l'as plus revue ? Depuis 3 jours. L'ami est un peu surpris. « Ta femme est absente depuis 3 jours et tu ne l'as remarqué qu'à présent ?» Et le professeur dit, mais je lisais un livre passionnant sur... va voir dans l'armoire pour regarder s'il y a la valise de ta femme. Le professeur va dans l'armoire, il constate qu'il n'y a plus la valise de sa femme. Elle était partie, et pour de
c'est l'anecdote réelle. Hein. C'est pour vous dire que vous pouvez être l'une des personnes les plus éminentes dans la discipline en question, connue de millions, de dizaines de millions de gens, et ne pas avoir les compétences sociales que pourrait avoir un enfant ou un ado dit non autiste. Et donc à méditer, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est une autre façon de fonctionner. Et alors, le terrain est un peu glissant parce qu'on peut raconter de nombreuses anecdotes, très nombreuses, mais comme on n'a pas le temps, je préfère faire d'autres remarques sur la vidéo. Je ne sais pas, chers amis, si vous l'avez remarqué, mais cette vidéo a des moments un peu perturbants. Regardons-en un par exemple, c'est la scène des parfums. Vous l'avez vu, à un moment donné, il y a cette scène, par exemple cette image-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intrigue ici? Ce parfum-là s'appelle l'ecstasy. En général, c'est ce que mes amis autistes voient en premier. En toute franchise, avez-vous, chers amis, remarqué le nom du parfum? Non, vous avez suivi l'histoire des canards. Hein? Mes amis autistes, du moins pour beaucoup, regardent les noms des parfums. Certains ensuite se précipitent sur, comme on dit dans le monde arabe, cher Google, pour savoir si le produit était légal dans les années 50. Et oui, les années 50 étaient cette période bénite et regrettée où tout ça était légal. Non, je plaisante, ça n'existait pas, c'est une simple coïncidence sémantique, évidemment. Mais pour vous dire qu'en apparence, on voit la même vidéo, mais on ne regarde pas les mêmes choses en vérité. Dans le jargon médical, on dirait que les gens autistes ont une vision des détails. Mais qu'est-ce donc le détail ou la globalité d'une scène? Peut-être que ce qu'on appelle globalité d'une scène, c'est tout simplement le détail que perçoit la majorité, donc les non-autistes. Pardon de réutiliser cette phrase un peu ancienne qui appartient à présent aux poubelles de l'histoire politique, hein, mais vous la reconnaîtrez sans doute. Vous avez juridiquement tort car vous êtes politiquement minoritaire. Hein, vous voyez, c'est ce même type de raisonnement. Hein, pardonnez. Il y a d'autres choses dans cette vidéo pour gloser longtemps. Par exemple, je crois que Daisy a fait une erreur en mettant une robe rouge. Beaucoup de gens autistes n'aiment pas le rouge. Voyez. La couleur de l'autisme, c'est le bleu. Et dites-moi, quelle est la couleur des vêtements de Donald? C'est pas chouette ça? Mais il y a mieux. Vous le voyez durant sa petite balade matinale. Hein? Voyez. Donc, bon, évidemment, son tenue bleue sombre ici, il a un chapeau. Chapeau ou casquette, ça sert à quoi? C'est génial, parce que si vous avez un chapeau, une casquette, ça coupe plus de la moitié des agressions lumineuses. Les gens autistes ont des spécificités sensorielles majeures. Celle-ci en fait partie. En ayant un chapeau, une casquette, vous arrêterez au moins la moitié des agressions lumineuses. À titre personnel, si j'avais à présent un chapeau, une casquette, je serais bien plus à l'aise que dépourvu de cet ustensile. À méditer, hein, voyez. Mais est-ce qu'en tant qu'élève autiste, je peux venir en classe avec ma casquette? On a la réponse. Autre chose, l'une des spécificités de l'autisme, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez drôle quand on y songe. Les gens autistes ne regardent pas au bon endroit. C'est une question de regard. Hein. Les non-autistes, par exemple, ont certains points sur les visages qu'ils regardent et qui leur permettent de lire, par exemple, les émotions des autres personnes. Les gens autistes regarderont ailleurs, par exemple. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est souvent présent dès la naissance. Si vous avez un bébé et que vous regardez le bébé, que fait-il? Il vous regarde, non? Vous lui souriez, il vous sourit.
Un bébé autiste en général ne le fera pas, hein, à 85 ou 90% de corrélation. Donc ça, c'est un signe avant-coureur. Et ça dit au passage, rien que ce point-là suffit à démontrer que l'autisme n'est pas la faute de la mère ou d'une quelconque acculturation ou que sais-je. Vous voyez, l'autisme est un donné génétique de la personne, hein, donc à méditer. Et si vous remarquez que Donald regarde comme ça vers le haut, c'est pas une bonne stratégie, vous risquez de vous écraser, hein. Ou de ne pas voir Daisy, hein, comme on a constaté dans le petit film. J'étais il y a quelques semaines au congrès des orthoptistes à Lyon. Vous voyez, il y avait entre autres tous les fabricants des fabuleuses bécanes de eye tracking, hein, donc ces machines une espèce de casque qu'on met sur la tête et qui donc étudie où vous portez le regard. Hein. Alors, ils avaient donc fait de savantes études sur les gens autistes, les non-autistes, c'est tout à fait drôle. Je leur avais proposé de faire passer le test à DSK, quoi. Je ne sais pas si ça sera fait un jour, vraiment, bon, bref, passons. Hein. En tout cas, si on y réfléchit un instant, eh bien, on pourrait dire que si on comprend le fonctionnement des enfants autistes, par exemple, on pourrait reformuler les savoirs scolaires pour les rendre plus en phase avec le style cognitif, le profil cognitif des enfants autistes, non? Qu'en pensez-vous? Et qu'est-ce que ça donnerait? Je vous propose de voir un échantillon. Nous connaissons le petit chaperon rouge. Qu'est-ce que ça donnerait en version autiste? Voilà, le petit chapeau bleu, mais je vous propose de regarder l'histoire ensemble. Une petite vidéo. Je vous préviens, hélas, la vidéo a deux déficiences. Premièrement, la musique est ratée. Je suis absolument désolé pour ça. Et deuxièmement, ils n'ont pas osé aller au bout de la logique et rendre bleu le petit chapeau rouge. Je suis confus. Mais néanmoins, la vidéo peut être intéressante. Et ensuite, je vous demanderai si vous avez compris l'histoire. Donc, place au petit chapeau rouge, version autiste. Bienvenue au village Schtroumpf, si j'ose dire, au petit monde déjà autiste. On y va.
ça plu. Enfin, l'histoire devient compréhensible et intéressante. Parce qu'au fond, l'histoire du petit chaperon rouge, c'est une embrouille non autistique classique. Il y a toutes sortes de personnages incompréhensibles qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas ou qui ils ne sont pas. Bref, durant mon enfance, je n'avais rien compris à cette histoire. Mais, reformulée comme nous l'avons vu, cette histoire devient intéressante. Je pense que quel que soit votre centre d'intérêt, ou presque, vous y trouverez votre compte. Que vous soyez passionné par les animaux, très commun dans l'autisme, on pourrait en parler pendant des heures des animaux, ou que vous soyez passionné par les voitures, là aussi vous y trouverez votre compte. Ou si vous êtes passionné de produits chimiques, il y a aussi tout ce qu'il faut. Il n'y a pas les avions, ça c'est dommage. Je repense à un jeune camarade Mathéo dont j'ai fait la connaissance il y a 10 jours aux Seychelles, un jeune bambin haut comme 3 pommes, porteur d'autisme, absolument passionné par les avions. Et dès qu'il entend un bruit d'avion, moi je n'entends rien, je deviens vieux et sourd, mais lui, il identifie le modèle instantanément, il sait d'où il vient, où il va. C'est pas chouette ça d'avoir un vrai spécialiste? Non, c'est pas cool. La vie devient beaucoup plus intéressante, en tout cas je pense. Alors sur le plan scolaire, tout ça pourrait être reformulé et rendre plutôt tout l'enseignement scolaire pourrait être reformulé et être rendu plus compréhensible. Essayons de voir, si vous voulez bien, de façon très rapide. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais juste quelques images schématiques. J'ai une hésitation, je ne sais plus lequel c'est peut-être celui-là. Je suis confus, je me noie dans des milliers de PowerPoint et je ne sais vraiment plus quoi faire. Mais par exemple, j'aimerais juste vous montrer cette image. J'ai fait connaissance il y a 2 ans du professeur Montubert, c'est un très éminent mathématicien. C'est lui qui a lancé Sauvons la recherche, le mouvement, ancien président de la fac Sabatier. Et donc, le professeur Montubert a réussi à arracher des sous au ministère pour construire une université autiste. Donc, à la rentrée, nous espérons avoir nos premiers étudiants. Et donc, avec Montubert, je suis devenu un peu ami et donc nous discutons de diverses choses. Et entre autres, il m'a dit qu'il ne parvenait pas à résoudre les problèmes de maths de niveau 4e, alors qu'il est un grand mathématicien. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle maths au collège n'a rien à voir avec les vraies maths. Tout comme ce qu'on appelle philosophie en terminale, c'est du bavardage qui n'a rien à voir avec les philo. Ça met les philosophes allemands dans une fureur noire. D'ailleurs, quand ils voient ce qu'en France on appelle philo. Mais bon, passons. Donc, exemple de manuel de maths, trouver X. Il est là. Mais oui, si on me demande, trouve la bouteille, la bouteille est là. Ça veut dire que la consigne est mal formulée. Ici, dans cette honorable salle qui nous accueille, il y a des portes. Et au-dessus des portes, il y a un petit panneau vert lumineux. Sur le petit panneau vert lumineux, il y a une flèche qui pointe vers le bas. Et un petit bonhomme qui court dans le mur. Et moi, je fais quoi? Je m'aplatis sur le sol comme l'indique la flèche, ou je cours dans le mur avec le petit bonhomme. Et quand maintenant? Dans 5 minutes? Dans 1 heure? Voyez, on est coincé. Voyez, tout simplement, la consigne est mal formulée. Maintenant, la SNCF, bon, ça existe encore, je crois, installe des petites bornes, je ne sais pas, ça s'appelle, il y a marqué borne d'appel d'urgence. Donc, il y a marqué ça, puis en dessous, il y a marqué appuyer sur le bouton. Puis, il y a une flèche qui indique un gros bouton. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le bouton. On me demande d'appuyer sur le bouton, quoi, voyez? Donc, bon, et notre monde est plein comme ça de consignes. Et si vous n'appliquez pas ou ne comprenez pas les consignes de la façon que le prof veut que vous la compreniez, vous passerez pour insolent, malpoli. Déjà que tous les profs vous disent, on ne répond pas aux profs.
Juste après, il vous pose une question, il veut que vous répondiez. Non mais oh, quoi, voilà. Une histoire parmi d'autres. J'ai beaucoup d'amis dans le monde arabe. Et en particulier, je connais une petite famille à Alger. Et ils ont une fille de 9 ans. Bon, elle doit avoir 10 ans maintenant, si la logique est respectée. Qui va à l'école, c'est très très bien. Et donc, le prof ou le maître, comment dire, a donné aux enfants une liste de mots à mettre au pluriel. Et donc, ça se passait en arabe, hein, donc les pluriels sont irréguliers en arabe classique, ça complique un peu la donne, mais passons. Donc, parmi les mots à mettre au pluriel, il y avait le mot arbre. À votre avis, qu'a répondu la petite? Ben oui, c'est une forêt, voilà. Un pluriel de arbre, c'est la forêt. Dans certaines langues, ça marche. Hein. Par exemple, en chinois, c'est ça. Hein. Le caractère forêt, c'est une juxtaposition de 2 caractères arbre. Hein. À méditer. Hein. Donc, et on pourrait là encore parcourir tous les manuels scolaires et faire la très longue liste des aberrations. À une époque, je ne le fais plus, mais à une époque, je faisais parfois un exposé intitulé « Faut-il scolariser les enfants non autistes ?» avec beaucoup d'exemples de ce type. Mais bon, passons, on n'a pas le temps, hélas. Et maintenant, je vous propose d'explorer une autre particularité de l'autisme qui est le langage. Et je vais essayer de le faire de la façon la plus brève possible, mais l'objectif sera de démontrer un point. C'est que ce n'est pas la faculté au langage oral qui est un signe d'intelligence. Dans les représentations naïves de l'autisme, on croit qu'il y a 2 critères de prétendu niveau d'autisme. Premièrement, le langage. S'il parle beaucoup, c'est qu'il n'est pas autiste. Quand il ne parle pas, c'est qu'il est autiste lourd. Un deuxième critère naïf, c'est les comportements dits inappropriés. Si je casse tout ici, on dira « Ah, c'est un autiste lourd. Hein, » voyez. Donc ça, ce sont 2 représentations tout à fait naïves sur les troubles du comportement. Les troubles du comportement ne font pas partie des symptômes de l'autisme. Si trouble du comportement il y a, ce n'est pas le signe d'une quelconque gravité d'autisme. C'est le signe que, premièrement, la personne n'a pas de canal de communication, et nous en verrons un exemple vidéo dans un instant, ou deuxièmement, que surtout le cadre de vie n'est pas adapté, notamment sur le plan sensoriel. Et là, malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire sur les établissements médico-sociaux, du moins certains d'entre eux. Mais concernant le langage, il ne faut pas croire que parler beaucoup soit le signe ultime d'intelligence. Regardons nos hommes politiques, ils parlent beaucoup, mais s'agit-il d'un signe d'intelligence ? Parfois, le doute est permis, hein, comme on dirait. Hein, voyez. Donc, pardonnez cet exemple quelque peu trivial, mais néanmoins, je pense qu'il faut absolument sortir de ces schémas. Et justement, voici le défi que je vous lance. J'ai envie de vous présenter une personne, une Canadienne porteuse d'autisme, qui est devenue une sorte de gonfalonier de l'autisme. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde anglophone, le nouvel horizon du militantisme dans l'autisme, c'est le militantisme des personnes autistes non verbales. Je collectionne à titre personnel les exemples vidéo et autres. Comme notre temps est limité, nous ne verrons qu'un exemple parmi 1000 autres. Mais donc j'ai la joie de vous présenter Carly Fleischmann, qui est donc une Canadienne, et qui donc a pour centre d'intérêt de faire passer des interviews aux gens. Elle est totalement non-verbale, donc elle tape les questions sur un clavier, une synthèse vocale est lit, trêve de bavardage, place à Carly Fleischmann. Voilà donc son nom.
La chaîne YouTube, que d'ailleurs je vous incite à regarder, s'appelle Speechless, sans parole littéralement. Et il y a ce logo, vous me direz, pourquoi ce logo bizarre? C'est simple, le bleu est la couleur de l'autisme, et si vous voulez taper le mot Speechless au clavier, vous devrez appuyer là où sont les points bleus. C'est pas beau, hein, c'est le braille autiste, hein, pour un dieu comme ça. Mais bon, passons. Place donc à Carly. I would like to introduce you to my first guest ever. He has been a stripper, a police officer, a secret agent, a reporter, a boyfriend to many, and soon he will dump his wife to be with me. Channing Tatum. Voilà, donc c'est juste pour donner un petit aperçu. Il semblerait que le bonhomme soit célèbre. Il n'est pas célèbre de moi. Je dis qu'on n'est rien au film, je ne vais jamais au cinéma. Voilà. Mais à ce qui paraît, il est connu. La célébrité est toute relative. Vous voyez, bref, passons. En tout cas, vous avez remarqué l'introduction pleine d'impertinence est très rigolote que lui a faite donc Carly. Et Carly est très douée pour les interviews. Permettez-moi de dire que, à titre personnel, je crois que beaucoup de journalistes professionnels sont très mauvais intervieweurs. Mais elle est super. Et d'ailleurs, la grosse télé américaine CNN lui a fait passer un entretien d'embauche parce qu'elle souhaiterait avoir son talk show, un peu comme Ruquier, mais en beaucoup mieux évidemment. Bon, difficile de faire pire. En tout cas, donc, Carly est une personne qui sait poser des questions remarquablement pertinentes et drôles. Et c'est là qu'on en arrive au point intéressant. Jusqu'à l'âge de 16 ans, Carly n'avait aucun canal de communication. À l'âge de 16 ans, ses parents avaient remarqué qu'elle appuyait un peu au hasard sur des touches au clavier. Ils ont eu le beau réflexe de lui apprendre toutes les touches. Vous avez le résultat, à peine quelques années plus tard. Et je tiens à préciser que jusqu'à l'âge de 16 ans, elle avait de gros troubles du comportement. Mais comme par miracle, dès qu'il y a un canal de communication, ça disparaît en bonne partie. Vous voyez, donc à méditer. J'entends déjà tous les responsables de l'établissement de Pétaouchnok me dire « Mais pour des raisons de sécurité, je ne peux pas lui donner un clavier. » Vous voyez, ça casse tous les autistes. Ben oui, mais je connais des ados non autistes qui cassent tout et on leur achète des consoles, etc. Bref, donc il y aurait toute une réflexion à mener à cet égard. Bref, voilà. Et on pourrait encore une fois multiplier les exemples. Je choisis exprès cet exemple un peu taquin parce que c'est un exemple littéraire. Où on voit que la personne peut être très douée dans des thématiques qui seraient dans les imaginations collectives aux antipodes de l'autisme. Mais puisque le temps est avancé, on doit cheminer vers une conclusion. Je vous propose à présent de regarder un autre exemple de l'autisme, un exemple de ce que l'autisme peut apporter. Et là, je prendrai un cas, je dirais, plus conforme aux représentations communes, à savoir l'exemple de l'informatique. Je vous propose, chers amis, de regarder brièvement une interview avec celui qui est sans doute le plus illustre, le plus créatif, le plus génial et le plus modeste des informaticiens de notre siècle. Il s'agit donc de Linus Torvalds, le père du système d'exploitation Linux et indirectement d'Android, l'application plutôt le système Android. Regardons ça. Alors, évidemment, on ne verra que quelques extraits, vous avez compris la règle du jeu, hélas, mais on y va. Alors, le bruit que nous entendons, chers amis, c'est l'une des compulsions des non-autistes. Ils adorent faire du bruit en tapant les extrémités de leurs bras d'une certaine façon. J'ai d'ailleurs été souvent admiratif du fait, lorsque des applaudissements commençaient,
que chaque non-autiste synchronisait ses claps avec ceux de son voisin. C'est une faculté tout à fait remarquable, hein, et je me permettrai d'ajouter une anecdote. Hein. Donc le maître de l'Élysée, si j'ose dire, a fait installer dans sa tanière un applaudimètre. Hein. Et donc, à chaque fois qu'il y a une sauterie dans le lieu en question, eh bien, on calcule le nombre de claps. Ça y est, on a été censuré. Pardon. On calcule le nombre de claps. Et lorsque l'auguste discours n'est pas suffisamment applaudi, les collaborateurs se font engueuler, comme si c'était de leur faute que c'était nul. Voilà. Bon. Mais pour vous dire quelle est l'importance narcissique que certains non-autistes attachent à ce genre de bruitage, c'est tout à fait saisissant quand on y songe. Et c'est pas eux qu'on met à l'asile, là, non, ça c'est un autre débat encore. Mais bon, passons. This is such a situation. Your software, Linux, is in millions of computers. It probably powers much of the internet. And I think that there are like 1.5 billion active Android devices out there. Alors, que se passe-t-il? Voici un journaliste qui ouvre donc la discussion avec Linus Torvalds. Et il lui dit à peu près ceci, je paraphrase avec mes mots. Le logiciel ou le code que vous avez écrit représente aujourd'hui la colonne vertébrale de l'Internet. Plus de 1,5 milliard d'appareils Android, bon c'est plus, c'était il y a 2 ans, le chiffre a monté. Plus d'1,5 milliard d'appareils Android actifs utilisent votre code et on peut continuer à l'infini la liste. Où il veut en venir à la question suivante. À quoi ressemble le centre névralgique, le bunker central de se piloter ces milliards d'appareils, à savoir votre bureau? Parce que oui, si je vous dis Google ou Facebook, vous pensez sans doute à ces immenses baraques, véritables États dans l'État où il y a des dizaines de milliers d'experts et qui brassent des milliards et des milliards de dollars. Mais à quoi ressemble le bureau de Linus Torvalds? Nous allons le voir dans un instant. Et chers amis, une surprise nous attend. Your software is in every single one of them. It's kind of amazing. You must have some amazing software headquarters driving all this. That's what I thought, and I was shocked when I saw a picture of it. Voici. Donc, quelques remarques rapides, si vous le permettez, que la vidéo développe, mais comme on n'a pas le temps, je vais le faire de vive voix. Linus ne sait pas travailler en étant assis, donc il a installé un bureau debout. Nous ne voyons pas ce détail, mais il y a un tapis roulant qui lui permet de marcher tout en tapant du code. Il est donc au sens strict péripatéticien. Voilà. Et donc Linus est hyperactif, ce qui explique ce besoin de, par exemple, être debout pour travailler. Question à 1 000 $. Est-ce que moi, en tant qu'écolier autiste, je peux avoir un bureau comme ça en classe? Non, la circulaire 96-341 alinéa 11 ne le prévoit pas et ne fait pas l'intéressant, fait comme tout le monde. Voilà. Voilà. Donc ça c'est la réponse de l'éducation nationale. Admettons. Hein. D'autre part, vous remarquerez qu'il n'y a pas de fenêtre dans le bureau, c'est fait exprès. Parce que comme il a des hypersensibilités, entre autres visuelles et sonores, il est déconcentré par le moindre changement. Hein. Mais si vous êtes d'humeur ou d'esprit informaticien, un autre point a dû vous frapper, c'est qu'il utilise des vieux trucs, des vieux ordinateurs. Normalement, l'informaticien le plus illustre de notre siècle devrait avoir à la maison les ordinateurs les plus puissants, un vrai data center. Mais non. Pourquoi? Parce que si vous avez un ordi puissant, il chauffera beaucoup. Vous devrez le refroidir avec beaucoup de ventilateurs. Par contre, si vous avez un ordi faiblard, il ne chauffera pas beaucoup, vous n'avez pas besoin de ventilateur, donc si vous êtes sensible au bruit, c'est QFD. Voilà. Bon, on pourrait parler longuement. Ensuite, il y a une photo de famille, j'espère que j'essaie de faire vraiment plus vite. On a une photo de famille qui va apparaître, bon, il est un peu flou. On voit Linus avec son Rubik's Cube quand il était plus jeune et son petit frère.
Linus dit, le Rubik's Cube m'intéressait plus que mon petit frère, ça c'est méchant. Mais peut-être que si le petit frère avait une tenue autre que rouge, peut-être que il pourrait avoir plus de succès. Bon, passons. Mais concurrencer un Rubik's Cube est difficile, je vous l'accorde. Soit dit au passage, cette photo illustre un phénomène tout à fait rigolo. C'est que, en fait, contrairement à une croyance populaire, l'autisme n'est pas un handicap invisible. Pourquoi? Parce qu'avec un peu de connaissance de l'affaire, en regardant les gens, on peut deviner qui est autiste et qui ne l'est pas. Voyez, on pourrait gloser longuement là-dessus. C'est pas de la magie, ce n'est pas non plus scientifique, c'est pas un diagnostic scientifique, mais en général, les gens autistes ont un certain look. C'est comme reconnaître les Japonais dans la salon presque. Voyez, on s'était beaucoup amusé pardon pour ces petits détails, avec mon ancienne patronne Ségolène Leville sur ce genre de petite analyse personnelle, mais bon, je ne peux pas en dire plus. Voilà, faute de temps. Écoutons peut-être juste 10 secondes de ce que Linus a à nous dire, ne serait-ce que pour entendre sa voix, parce qu'il aura quelque chose d'intéressant à nous dire. Juste quelques secondes, on n'a pas beaucoup de temps, mais allons-y. What happened? I don't know if it's essential. Going back to I'm not a people person. Sometimes I'm also, shall we say, myopic when it comes to other people's feelings. And that sometimes makes you say things that hurt other people. Que dit-il en paraphrase personnelle? Je ne suis pas quelqu'un de fait pour les interactions sociales et j'ai une sorte de myopie qui fait que je ne perçois pas le ressenti des autres personnes et de ce fait je dis parfois des choses qui peuvent heurter ou blesser les autres. Vous vous souvenez de Rantanplan? Voilà, ou de Donald, et voilà, vous avez une version plus élaboré, mais c'est la même chose, il parle de myopie. Mais à la fin de la vidéo, le journaliste pose une question, à peu près comme ceci. Le logiciel que vous avez conçu vous a été repris, pour ne pas dire volé, par des grandes entreprises qui ont gagné des dizaines de milliards de dollars sur votre travail. Est-ce que ça ne vous agace pas? Normalement, il devrait répondre « Les salauds, je les traînerai en justice, les sous sont à moi !» Ça serait la réponse non autistique. Il y en a qui consacrent toute leur vie en affaires judiciaires rien que pour retrouver des sous. Bon, je ne veux citer personne, mais je pense que vous voyez à qui je pense, entre autres. Mais lui, Linus, il ne répond pas du tout ça. Il dit « Non, ça ne me dérange pas, j'ai de quoi manger. » Voilà. Alors lui, oui, il a de quoi manger, mais 99% de mes amis autistes vivent dans des circonstances catastrophiques. J'en connais plein, titulaires de doctorats divers qui sont clochards, où on voit de clochardisation, qui vivent sans eau chaude, parfois sans eau tout court, etc. Une camarade wikipédienne, parce que Wikipédia c'est un site autistique, il ne faut pas l'oublier, je pourrais là aussi gloser pendant des heures, mais bon. Une camarade autiste a donc fait une étude pour calculer la température moyenne des tanières d'autistes en hiver, parce qu'il paraît que c'est 13 degrés, donc là, mais c'est dit, on dirait non. Mais un dernier petit détail sur la vidéo, ensuite il y a la conclusion. Un dernier détail, nous connaissons sans doute les conférences TED ou TEDx. Oui, vous en avez sans doute déjà vu, non? Ça ne ressemble pas à ça. Et c'est perturbant, non? C'est quoi une conférence TED ou TEDx? Il y a un gugus qui arrive sur scène et qui annonce pendant 10 à 15 minutes un baratin, puis il se casse. C'est ça une conférence TED ou TEDx. Ici, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, Linus Torvalds n'est pas capable de baratiner tout seul pendant un petit quart d'heure. Comme c'est quelqu'un de particulièrement éminent, on a fait une entorse au règlement. Voilà. Donc, CQFD, vous pouvez être l'informaticien sans doute le plus doué de notre temps et ne pas savoir baratiner pendant un petit quart d'heure. Voilà. Et on en vient à la conclusion. Alors, dans la conclusion, j'ai repris une mauvaise habitude des non-autistes.
Les non-autistes aiment montrer des photos de vacances. Qu'il me soit permis de faire de même. Mais rassurez-vous, ça ne sera pas long. Moi, je ne vais pas vous dire, moi, en train de manger des fritas, ça ne sera pas tout à fait ça. Et j'ai une petite idée derrière la tête, comme on dit, mais il faut évidemment que je retrouve. Mais je suis noyé sous les milliers de fichiers, pardon, mais on y est presque. Voici. L'été dernier, j'ai fait une folie. Je suis allé en cours d'été pour essayer d'apprendre un peu d'islandais dans un pays tout à fait singulier, l'Islande. L'Islande, d'ailleurs, je suis tombé sur le même prof d'islandais que mon camarade Daniel Tammet, donc beaucoup de ragots ont pu circuler, passons. Donc l'Islande est un pays vert, couvert de gazon. Et on l'appelle donc pays des glaces. Is, c'est la glace en islandais. Et à côté de ça, vous avez un gros truc blanc, couvert de glace et de neige, qui s'appelle Pays Vert, Groenland. À la Guadeloupe, il y a le même problème. À la Guadeloupe, il y a une basse terre qui est plus haute que l'autre, et une grande terre qui est plus petite que l'autre. J'ai une sœur. Elle est plus petite que moi, mais c'est ma grande sœur. J'ai un ami autiste, qui est linguiste, un docteur en linguistique, et donc en voie de clochardisation. Il m'a écrit un mail l'autre jour me demandant pourquoi quand il y a un mouvement social, tout s'arrête. Mais ça c'est redoutablement profond, ça c'est vrai qu'un mouvement social devrait s'accompagner d'un mouvement quelconque, par définition. Mais ça reste à voir. Mais le cas le pire, c'est la belle-mère. Nous sommes d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas belle. Voyez? Alors, si vous êtes non-autiste, en général, vous vous moquez comme de l'an 40 de l'appellation belle-mère. Par contre, vous devez supporter la personne. Si vous êtes autiste, vous n'avez pas de problème avec la belle-mère, parce qu'en général, vous n'en avez pas de belle-mère. En revanche, vous avez des problèmes avec l'appellation belle-mère. Une fois, j'avais énoncé ça lors d'une rencontre. Il y avait un jeune ami autiste dans la salle amateur de latin qui s'était écrié, horrifié, contradictio inter minis, en contradiction dans les termes mêmes. C'est ça la belle-mère, vous voyez. Bon, bref, j'étais par ici, et donc dans le nord du Groenland, il se passe des choses singulières. Vous voyez, le nord du Groenland, c'est cette partie extrêmement reculée, inhospitalière. Une famille, au Moyen-Âge, était en balade là-bas. Une catastrophe est arrivée, ils sont tous morts. C'était vers l'an 1470, à peu près, enfin, je n'ai pas de pointeur, peu importe. Et donc, ils sont morts. La neige, les glaces ont recouvert les cadavres. Et le tombeau est resté en l'état pendant des siècles. Ce n'est que récemment qu'on a redécouvert les corps, très bien conservés. On les a appelés les momies du Groenland. On peut les voir, du moins pour certaines, au Musée national de Nuuk. Vous en avez sans doute vu au moins une. Celle-ci est célèbre, c'est celle d'un bébé. Alors ce bébé, regardons-le un instant, il est très bien vêtu, de fourrure. Les fourrures étaient rares et précieuses au Groenland septentrional du Moyen-Âge. Sa famille ou son groupe a dû consacrer des ressources à lui. Vous remarquerez que les vêtements sont pile à la bonne taille. Donc les parents qui ont des bambins qui poussent vite savent que c'est pas facile de maintenir les vêtements à la bonne taille. Et il y a plein de petits détails. Par exemple, il a des espèces de lacets autour des chevilles pour qu'ils puissent bien bouger sans avoir de difficultés. Et c'est là que vient le constat. En fait, ce bébé avait un ultime secret. Regardez son visage, vous le comprendrez. Il était porteur de trisomie 21 ou de syndrome de Down. Et c'est là que vient la question. Comment se fait-il qu'une société jugée barbare, moyenâgeuse, du Groenland septentrional, ait pris soin du petit, alors qu'une société progressiste, humaniste, républicaine, droit de l'homiste, les élimine à 97%.
Alors, je me suis intéressé à la dératisation. Quand on fait de la dératisation, on n'atteint pas 97% d'élimination. Alors, dans le petit monde de l'autisme, le cas de la trisomie revient souvent parce qu'on sait qu'au fond, la seule vraie différence entre autisme et trisomie 21, c'est que pour l'autisme, le test de dépistage génétique n'est pas encore au point. Et comme le faisait remarquer une camarade autiste, quels sont finalement les seuls enfants qui ne se moquent jamais des gamins autistes? Ce sont les enfants trisomiques. Et une toute dernière anecdote. J'ai la chance régulièrement de me rendre dans des lieux très pauvres du monde. J'étais il n'y a pas longtemps dans un village très pauvre du Maroc rural. Vous voyez le genre d'endroit avec les poules, enfin tout ça. Et nous avions fait une petite soirée de discussion avec les familles. Et avant le début de la soirée, un petit gamin est venu, peut-être 7 ans, porteur de trisomie 21, et il a récité de mémoire un grand nombre de sourates coraniques. J'étais impressionné parce que j'essaie d'apprendre l'arabe, mais je ne mémoriserai jamais tout ce que le petit a mémorisé. Je suis ensuite allé voir un monsieur, peut-être le papa, je ne sais pas. Je lui ai dit, cher monsieur, savez-vous que ces enfants en France, on les élimine? Et il m'avait répondu, et nous les chérissons. Voilà, merci. Un camarade disait, il ne faut pas rester dans sa bulle. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des exemples de scolarisation réussie en France? Et où est-ce qu'on peut vraiment se renseigner ou même être témoin de ces expériences? Merci beaucoup pour la question. Merci d'avoir posé la première des questions qui est la plus dure. Merci d'avoir résisté à mes mauvaises blagues sur les hommes politiques. Je suis désolé. Mais en tout cas, oui. Il y a encore 15 ans, je vous aurais répondu non, il n'y a pas vraiment, il faut aller en Angleterre ou que sais-je. Maintenant, on a fait un certain nombre de progrès en matière de scolarisation, notamment des tout petits. Après, c'est plutôt au lycée que ça coince. Mais pour les tout petits, il y a eu un certain nombre de progrès faits. Par exemple, un dispositif que je trouve tout à fait intéressant, ce sont les unités d'enseignement maternel. C'est bien sûr très insuffisant par rapport aux besoins. Oui, ça résulte d'un bricolage que Ségolène Neuville avait fait parce que comme elle n'avait ni autorité sur les écoles, ni autorité sur les asiles, enfin les hôpitaux, donc elle a bricolé une sorte de petite usine à gaz, donc juridiquement c'est imparfait, mais il n'empêche c'est un outil excellent sur le terrain qui permet au moins à quelques enfants dans chaque département d'être en inclusion dès le plus jeune âge, dès la maternelle. Donc ça c'est par exemple un lieu intéressant à visiter pour le partage d'expériences et il faudrait absolument le développer. Une UEM, comme on dit, c'est peut-être 7 enfants. 7 enfants, c'est rien par rapport aux besoins, mais au moins ça. Ceci étant, il y a d'autres écoles sous statut juridique, on va dire normal, qui sont excellentes aussi. Juste pour compléter, est-ce que des personnes autistes adultes ne peuvent pas participer justement à cette scolarisation puisqu'ils comprennent un peu mieux les enfants et pourraient participer au moins dans l'équipe de la communauté éducative? Merci beaucoup pour la question. Nous essayons, Stéphanie Bonneaubrier, qu'on appelle Steph, qui est un pilier historique de l'autisme, et je vous recommande plus que chaleureusement ses formations. J'ai pour Steph un respect infini et une grande amitié aussi. Donc Steph participe à de nombreuses formations scolaires. À titre personnel, avec les tout petits, je ne sais pas faire. Mais au collège-lycée, oui, j'aime beaucoup ça. J'en ai, peut-être
une rencontre par semaine en collège-lycée. Hein, et ce sont souvent des moments vraiment exceptionnels. Hein. On en voit parfois dans des lycées dits difficiles, hein, dans, comment dire, des lieux où les élèves sont parfois plus proches de la drogue que de Kant, hein, si j'ose dire. Enfin, le 20 avril, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Emmanuel Kant, d'où le petit clin d'œil. Voilà. Mais en tout cas, les profs me mettent en garde. Hein. Joseph, c'est la cage au faux. Enfin, moi, quand j'essaye de parler de Louis XIV, il y a une volée d'objets qui décollent du fond de la classe pour m'atterrir sur la tronche, quoi. Voilà. Donc moi, je n'ai pas d'assurance vie, hein, donc je suis un peu mal à l'aise. Bon, j'arrive là dans la salle, j'en raconte des blagues, je leur montre des petits films, les cancres qui normalement cassent tout, écoutent, posent plein de questions, et les profs ensuite me regardent et me disent mais comment t'as fait? Mais oui, mais peut-être que si l'école abordait des sujets humains, ça serait mieux pour tout le monde. Hein. À quoi sert l'école, franchement? Ça ne sert pas à apprendre quand est mort Louis XIV. Hein. En tout cas, je pense que l'école doit servir plutôt à apprendre le fonctionnement en commun avec des personnes différentes. Ça, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et je pense que, après tout, quel est le secret des pays qui réussissent en termes de performance scolaire? Regardez les classements de performance scolaire pays par pays. La réponse est claire et évidente. Les pays qui réussissent le mieux, ce sont les pays qui ont les écoles les plus inclusives. C'est tout bête. Hein? On s'évertue à chercher quelle serait la méthode secrète semi-globale de la Finlande. Non, il n'y en a pas une méthode secrète de je ne sais quoi. C'est simplement que le concept même de l'école est totalement différent. Tentative personnelle de réponse. Mais malheureusement, les besoins sont énormes. Il y a tant de classes dans toute la France, tant de profs. C'est pas avec une petite poignée d'intervenants qu'on va changer la donne globalement. Il est très important que les parents, par exemple, dès le jour de la rentrée, aillent parler de l'autisme avec les autres enfants, les autres jeunes. Certains parents ont peur et se disent on sera stigmatisé. Non, n'ayez pas cette peur. L'expérience montre que si vous faites cette initiative, si possible, dès le jour de la rentrée, ça se passera beaucoup mieux. Je suis convaincu que les enfants, les ados ont une aptitude à comprendre la différence pour peu qu'on leur donne les clés. Là, entre parenthèses, dernière petite remarque, vous voyez pourquoi j'ai tant de vidéos de Disney et compagnie. J'en ai plein, c'est à cause de ça, parce que je prépare un peu les trucs scolaires. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos marrantes, n'hésitez pas, pas de la parole. Moi, j'avais une autre question. On parle beaucoup, justement, pour les jeunes enfants, dans l'inclusion. On oublie un peu les adolescents et les adultes. Qu'est-ce qu'on pourrait, justement, mettre en place? Parce qu'au niveau des adultes, on a le 4e plan là, qui est sorti. Il fallait que je la pose cette question. On parle beaucoup hein, pour les jeunes enfants, tant mieux. Mais voilà, il me semble encore un peu insuffisant par rapport aux adolescents et aux adultes. Merci beaucoup. En effet, c'est le problème de la non-prise en compte ou de la mauvaise prise en compte des adultes porteurs d'autisme. C'est un défi, hein. C'est un défi qui est lié à toutes sortes de facteurs historiques. Hein. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il faut absolument opérer, peut-être pas un recentrage, mais en tout cas comprendre quels sont les besoins réels des personnes. Et à mon avis, le mot-clé pour cela, c'est l'inclusion. Et une inclusion, cela veut dire non pas une vie au fond des bois. On se rend compte qu'en fait, les gens ne comprennent pas toujours bien le mot inclusion. On ne savent pas ce que c'est. C'est pas vivre au fond des bois, c'est tout l'inverse même. L'inclusion, c'est de vivre en société. Et c'est là que je me permettrai d'être méchant, si vous le permettez quelques instants. Je pense qu'on a fait fausse route dans la politique du handicap en France. Si vous en voulez une preuve visuelle, c'est simple. Vous vous baladez dans une ville française, vous ne verrez pas ou très peu de personnes handicapées. Vous vous baladez à Copenhague ou d'autres villes, vous en verrez plein.
Alors pourquoi ça? En fait, ces gens-là existent bel et bien en France, mais on les a refourgués dans des lieux spéciaux, entourés de spécialistes. Je reprends l'expression de Charles Gardou. Il y a des départements en France où il y a aujourd'hui plus de personnes handicapées que de valides. Vous voyez, c'est pas que ces départements seraient accidentogènes à l'extrême, c'est simplement qu'on y a refourgué tous ceux qu'on ne voulait pas voir. Et ensuite, ça engendre des effets pervers. Premier effet pervers, par exemple, ce sont des départements qui sont entièrement dépendants des établissements asilaires. Voyez. Donc, si vous voulez les réformer ou même les retoucher légèrement, tous les élus locaux vous sauteront à la gorge. Vous êtes le terroriste qui tue le dernier employeur ou qui envisage, voyez. Ensuite, autre effet pervers, lorsqu'un lieu est isolé, situé loin du hameau le plus proche, vous êtes loin des yeux, loin du cœur, personne ne vous entendra crier. Et croyez-moi, la situation réelle de la vie dans beaucoup d'établissements est très éloignée du discours officiel de la direction. Voyez, ça c'est un phénomène tout à fait malheureux. Simplement, aujourd'hui, des sommes absolument considérables vont à un certain nombre de lieux qui ne sont ni en normes ni même conformes à la dignité humaine. Une expérience traumatisante pour moi, enfin traumatisante façon de parler, avait été lorsque j'avais été au service de Ségolène Neuville, de voir avec quelle brutalité, quelle vulgarité certaines hautes instances de la psychiatrie française s'adressaient à elle pour l'intimider, pour qu'elle arrête les contrôles qu'elle avait lancés dans un certain nombre d'établissements. Vous voyez, Libération écrivait qu'elle relève de la psychiatrie, Ségolène Neuville. Très curieusement, aucun homme politique n'avait pris sa défense à l'époque. C'est tout à fait saisissant. C'est vous dire que la réforme du médico-social, eh bien, on pourrait dire que réformer la SNCF, c'est de la gnognotte à côté. On pourrait peut-être le dire comme ça. Moi, je le dis un peu méchamment, mais en tout cas, l'idée n'est pas de refourguer les gens dans la famille pour que les parents se débrouillent. C'est pas ça l'idée. Certains parents ont peur que si on ferme l'asile, on devra se débrouiller seul. Non, c'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est pas non plus de mettre chez Pôle chômage les professionnels de l'établissement. C'est pas non plus ça l'idée. Simplement, c'est ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation. Un ami belge m'a conseillé de ne jamais dire ce mot entier parce qu'à ce pareil, c'est un blasphème. Il semblait qu'il faille dire la désince. Alors, que dites le terme que vous voulez dans le jargon de la CNSA parce que moi, je me suis retrouvé à la CNSA sans rien demander. On parle de transformation de l'offre, c'est pas chouette, ça c'est du vrai jargon techno. Mais en tout cas, je pense qu'il faut absolument comprendre que la voie, c'est, je pense, la vie en liberté, la vie en société. Bonjour, je m'appelle Simon et je suis autiste Asperger aussi. Et je voulais savoir, comme je suis aussi adorateur du pays du soleil levant, est-ce que, par exemple, au Japon, les personnes autistes sont mieux intégrées que en France, par exemple? Merci pour votre question. Vive le Japon au préambule, ça dit, et c'est très drôle quand on parle de l'autisme, on finit par parler du Japon. Souvent, pas toujours. Ouais. Pourquoi il y a toutes sortes de points de remarques à faire. Premièrement, il y a des affinités tout à fait étonnantes entre la culture japonaise et l'autisme. Il y a eu même des publications de recherche sur ce sujet. Par exemple, pour ne donner que des exemples un peu faciles à énoncer, caricaturaux, si par exemple vous n'aimez pas le bruit, si lorsque vous vous adressez à quelqu'un en regardant par terre au lieu de le regarder dans les yeux, si par exemple vous vous intéressez à des choses bizarres, eh bien au Japon vous serez normal ou poli,
en Europe, vous serez autiste. C'est un peu exagéré, mais il y a certaines choses qui, dans la culture japonaise, certains traits de l'autisme qui sont considérés comme valorisants ou positifs ou flatteurs. Beaucoup de mes amis autistes, du moins une certaine proportion, sont de vrais fans du Japon, ont appris le japonais. Certains y vivent. Je peux dire peut-être un des militants dans l'autisme, Florian Forestier, est présentement au Japon, par exemple. Il nous envoie des nouvelles au quotidien. On pourrait également souligner, alors ça c'est un point peut-être plus anecdotique, mais qui est peut-être lourd de sens, un certain nombre d'amis autistes français dont on pensait ou croyait, moi le premier d'ailleurs, qu'ils allaient rester célibataires, ont fini par épouser des japonaises. C'est très drôle. Et vu que j'ai pu voir un certain nombre de cas, ce n'est pas qu'une anecdote isolée. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Et on pourrait peut-être faire une sorte de classement des pays par degré d'autisme, d'autistocompatibilité. On pourrait dire comme ça, autism friendly, comme on dirait dans la langue de Shakespeare. Et, chacun aurait bien sûr son classement, mais à titre personnel, on pourrait y mettre par exemple Singapour. À mon avis, Singapour, c'est un pays autistique. Tout doit être propre, ordonné, ponctuel, sinon peine de mort automatique. Bon, ça, je me moque un peu, mais c'est ça un peu l'idée. Voilà. Donc, Singapour, on pourrait aussi citer, il y a, je dirais, un certain nombre de points communs entre l'autisme et, on va dire, le judaïsme européen classique. Vous voyez, érudit avec les livres, etc. C'est un sujet très intéressant. D'ailleurs, si vous voulez, la plus belle description, à mon avis, de l'autisme dans la littérature, vous pouvez relire de Stefan Zweig le Buchmendel, ou le Mendel des livres, dans la traduction française. Ça c'est vraiment, je pense, la description la plus juste, sans doute, de la littérature en matière d'autisme. Voyez. Donc, il y a des affinités comme ça dans certains pays, certaines cultures. Ensuite, il y a parfois juste des traits culturels qui font écho avec votre, plutôt qui entrent en résonance avec tel ou tel de vos traits. Je vais vous donner juste un exemple. Si vous allez au marché en Europe du Nord, je pense à la Finlande, etc., le marché est très calme. Voyez, si vous voulez entrer en contact avec un vendeur en Estonie, par exemple, vous conservez un visage impassible et vous dites « Tere ». C'est le bonjour, ça se dit comme ça, bonjour, voyez, avec le visage Tere. Il ne faut pas sourire, bêtement. Par contre, si vous allez au marché en Italie du Sud, là, il y a des hurlements, là, vous devrez avoir un tout autre type de compétences sociales. Bien sûr, c'est une caricature que je fais, mais souvent, dans les caricatures, il y a un peu de vrai. Pardon si ma réponse n'est pas appropriée, mais en tout cas, vive le Japon, encore une fois. Oui, bonsoir. D'après vous, y a-t-il des corrélations entre l'autisme et les troubles 10 ? Parfaitement, merci pour la question. Parfaitement, il y a même des corrélations extrêmement fortes. Déjà, à peu près toutes les personnes autistes ont des particularités qu'on qualifierait de 10. À peu près toutes les personnes autistes. Voyez, on n'est presque jamais que autiste. Certains médecins, je n'aime pas le mot que je trouve horrible, parlent de comorbidité. Voilà. Donc, ces traits, on va dire, qui ne sont pas directement liés à l'autisme, mais qu'on retrouve soit quasi systématiquement présents, exemple des 10, soit un peu moins souvent présents, je pense à l'épilepsie ou à d'autres diabètes, par exemple, d'autres particularités. Voilà. Donc ça, oui. Alors, il y a des études, alors ça c'est peut-être l'un des programmes les plus passionnants, c'est un programme suédois, ça s'appelle Essence. C'est comme essence dans le véhicule, ça s'écrit pareil. Donc c'est le professeur Gilbert qui est un peu
la tête de fil, qui explore les ramifications entre génétique et autres, entre l'autisme et certaines autres particularités, dont les 10. Par contre, la réciproque n'est pas vraie. Beaucoup de gens sont 10 sans être autistes du tout. Donc ça ne marche que dans un sens, si j'ose dire. Aussi, il y a quelque chose d'assez important qu'il faut en retenir. Certains parents croient que parce que leur enfant est 10, il ne peut pas être autiste. Ça, non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Parfois, le diagnostic de 10 est un premier tremplin vers un diagnostic plus complet, par exemple d'autisme. Ça n'annule pas le diagnostic 10. Pour comprendre le problème, il faut comprendre le cumul des mandats en politique. Il y a des cumulards en politique. Dans le handicap, c'est pareil. Il y a aussi des cumulards. Bon, financièrement, c'est pas pareil, on est d'accord. Mais en fait, l'être humain ne se réduit pas à un label ou un critère, une case. L'être humain est plus complexe. Et à titre personnel, je ne suis ni statisticien ni rien. Mais ce qui m'intéresserait peut-être, c'est de comprendre pourquoi apparemment il y a des corrélations étonnantes. Par exemple, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens autistes et sourds que la statistique ne l'exigerait. Je pense, j'en rencontre beaucoup de personnes à la fois sourdes et autistes. Est-ce qu'il y a quelque chose ou un truc marrant? La plupart des gens autistes portent des lunettes ou devraient en porter. Voyez, beaucoup plus que la proportion générale de la population. Voilà. Ça, c'est un truc rigolo, quoi. J'ai jamais compris le fin mot de l'histoire, mais c'est vrai. Soit dit au passage, il y a aussi des travaux de recherche sur le même phénomène chez les juifs très religieux. Vous voyez, aussi, ils ont tous des lunettes. Ouais. Les juifs religieux. Voilà. Et c'est pas un cliché. Il y a eu des études de recherche sur ce point-là, mais pas sur le cas de l'autisme, donc à creuser. Bon, pardon, je suis d'humeur badineux ce soir, excusez. Merci Joseph. Merci. Merci beaucoup. Pour certains, on vous a donné des questionnaires. Si vous pouviez les remplir, ça nous permet d'organiser d'autres conférences. Et puis, on vous invite à un petit peu de l'amitié aussi après. Merci.